charismatic. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse qui explore la ligne de crête entre l'attraction authentique et la manipulation psychologique. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence. Allons-y. Alors, le premier concept que la source aborde est assez surprenant. Franchement, mon premier réflexe aurait été de penser l'inverse. Ah oui, L'idée, c'est qu'une personnalité vraiment attirante doit avoir deux façades qui semblent opposées. Par exemple, être à la fois fort et vulnérable. oui. Ou doux et en même temps un peu mystérieux. C'est ça. Exactement. L'exemple qui est donné, c'est celui de Superman. Au début, il était tellement parfait que, il était presque ennuyeux. C'est vrai. Les auteurs ont dû lui inventer une faiblesse, la fameuse kryptonite, pour que le public s'y attache. Voilà. Et c'est fascinant parce que ça heurte un peu notre logique en fait. Notre cerveau, il cherche la cohérence, mais il est captivé par l'incohérence chez les autres. C'est une sorte de puzzle psychologique. C'est exactement ça. La source explique que la perfection, en fait, ça crée une distance infranchissable. On admire, mais on ne se connecte pas. Voilà. On peut admirer une statue de marbre, mais on ne crée pas de lien avec elle. La force pure, c'est admirable, mais c'est la faille, la vulnérabilité qui invite à la connexion. Je vois. C'est l'idée que si quelqu'un semble n'avoir besoin de rien, on se sent un peu inutile à ses côtés. Mais où est-ce qu'on place la limite? On ne risque pas de paraître instable? C'est une excellente question et la source est très claire là-dessus. Il ne s'agit pas de s'inventer un côté sombre pour jouer un rôle. Ça sonnerait faux, de toute façon. Ça se verrait tout de suite. Non, il s'agit plutôt de ne pas réprimer les différentes facettes de sa propre personnalité. Quelqu'un de très bienveillant peut aussi avoir des convictions très fermes, par exemple. Et ne pas avoir peur du conflit pour les défendre. Absolument. C'est cette complexité, cette profondeur qui rend une personne réelle et donc attachante. Donc c'est moins une technique qu'une autorisation à être soi-même, avec toutes ses nuances. C'est ça. Mais cette idée de complexité, elle peut aussi avoir un revers beaucoup plus sombre, une version manipulatrice. Et c'est justement ce que la source aborde ensuite. Absolument. Là, on passe de l'authenticité à une dynamique de contrôle. La source qualifie le point suivant de « technique la plus sale ». Le terme est fort. Oui, et il n'est pas exagéré. Il s'agit d'utiliser la jalousie pour manipuler. L'idée serait donc de rendre intentionnellement une personne jalouse juste pour qu'elle pense davantage à nous. Oui. La source donne un exemple assez fluet, assez cru. Faire délibérément l'éloge d'une autre personne devant son partenaire pour créer une insécurité. C'est une pente très glissante. Et là, il faut être très clair. La source ne présente pas ça comme un outil. C'est un signal d'alarme, un vrai red flag. Pervers, en fait. Totalement. En instillant le doute, le manipulateur s'assure d'occuper toutes les pensées de sa cible. La personne piégée, elle passe son temps à analyser, à s'inquiéter. Son énergie mentale est complètement détournée. Voilà, c'est une dynamique de pouvoir, tu vois, pas de séduction. Ce qui est terrible, c'est que ça peut être confondu avec de la passion au début, non? L'intensité émotionnelle que ça génère. Oui, tout à fait. Même si elle est négative, cette intensité peut donner l'illusion d'un lien très fort. La personne manipulée peut se dire « si je ressens ça, c'est que je tiens vraiment à cette relation ». Alors qu'en réalité, c'est une forme d'emprise. Exactement. C'est une addiction à des montagnes russes émotionnelles, pas une relation saine. C'est absolument destructeur. Ça anéantit la confiance. Bon, passons à un autre concept tout aussi surprenant, mais beaucoup moins toxique. Heureusement. Il s'agit de ne pas avoir peur de critiquer. Ça va un peu à l'encontre de l'idée qu'il faut toujours être positif. Oui, et la logique derrière ça est liée au principe de rareté. C'est un concept bien connu en psychologie sociale. Le principe de rareté? Pour le dire simplement, si tout est toujours génial, plus rien ne l'est vraiment. Si une personne couvre l'autre de compliments en permanence, ses éloges finissent par perdre toute leur valeur. On n'y croit plus. On n'y croit plus. En revanche, si cette personne est capable d'exprimer un désaccord, de formuler une critique constructive, alors quand elle fait un compliment, c'est qu'il est sincère, il a du poids. D'accord. C'est le principe de validation sélective. On accorde plus de valeur à l'approbation de quelqu'un qui a des standards élevés. C'est ça. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu un peu dangereux? On risque de passer pour quelqu'un d'arrogant ou de négatif si c'est mal fait, non?
C'est le risque en effet. Et la source insiste beaucoup sur la manière de le faire. Le but n'est jamais, jamais d'humilier ou de rabaisser. Il faut que ça reste respectueux. Voilà, la critique doit être honnête, respectueuse, et si possible, tournée vers une préférence personnelle. Pas un jugement absolu. Comme par exemple, Au lieu de dire de manière frontale « cette tenue ne te va pas du tout », ce qui est blessant, la source suggère une approche plus subtile. d'accord. J'aimais beaucoup celle que tu portais hier. Elle te mettait encore plus en valeur. Tu vois la nuance? Oui, c'est beaucoup plus constructif. Ça montre qu'on a porté attention en plus. C'est un équilibre délicat entre l'honnêteté et la bienveillance. Tout à fait. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. On en vient maintenant à un point qui fait écho à ce qu'on disait au début sur la vulnérabilité, mais sous un angle plus actif. Oui. Il s'agit de partager volontairement ses faiblesses, de prendre les devants avant que l'autre ne les découvre. Par exemple, admettre soi-même avec humour « je suis vraiment nul pour raconter des blagues ». C'est exactement ça. Ça désamorce toute critique. Et cette approche a deux effets psychologiques très puissants. Ah oui? Le premier, c'est que ça projette une image de grande confiance en soi. Il faut être très en paix avec soi-même pour admettre ouvertement une imperfection. C'est vrai. Ça montre que notre valeur ne dépend pas d'une image de perfection. Exactement. C'est l'opposé de l'insécurité qui pousse à tout cacher. Quelqu'un qui peut rire de ses propres faiblesses est perçu comme stable et fort. Et le deuxième effet, j'imagine, c'est de créer de l'empathie, de se rendre plus humain. C'est ça. Mais comment on fait la différence entre partager une faiblesse pour créer un lien et se plaindre constamment pour attirer la pitié? La frontière semble mince parfois. La source établit une distinction cruciale ici. Il ne s'agit pas de se poser en victime pour déclencher une dynamique de sauveur. Ça, c'est malsain. De permettre à l'autre de nous soutenir de manière saine et ponctuelle. L'exemple donné est très simple. Si on est malade, accepter que l'autre nous apporte un médicament, c'est un acte de vulnérabilité saine. Ça ne nous diminue pas. Au contraire, ça renforce le lien. La différence, c'est vraiment l'intention. Est-ce que je partage pour créer une connexion ou est-ce que je me plains pour obtenir de l'attention? C'est beaucoup plus clair. Et on arrive au dernier point que la source présente comme la clé de voûte de tout le reste. Le plus important de tous, oui. Savoir poser des limites claires. Oui, parce que c'est la manifestation la plus directe du respect de soi. La logique est implacable. Si une personne ne se respecte pas assez pour défendre ses propres principes, Comment peut-elle inspirer le respect? Ou respecter les limites de son partenaire, l'attrait s'effondre. Quelqu'un qui dit oui à tout, qui ne s'oppose jamais, peut sembler facile à vivre au début, Mais finit par être perçu comme manquant de personnalité, de colonne vertébrale. exactement. C'est facile à dire en théorie, mais dans la pratique, poser une limite, ça peut créer un conflit. Et beaucoup de gens ont peur de ça. Bien sûr. Quelle est l'approche recommandée pour faire respecter ces limites sans déclencher une confrontation? Alors, la méthode la plus efficace, selon la source, ce n'est pas l'agression, c'est le retrait de l'attention. Le retrait de l'attention. Il n'est pas toujours nécessaire de faire une grande scène. Si quelqu'un franchit une de vos limites, par exemple, avec une blague désobligeante, vous pouvez simplement arrêter de sourire. Changer de sujet. Ou même s'éloigner physiquement. La source utilise une image que je trouve assez parlante. C'est comme si on gérait un aéroport. D'accord. Quand un avion nommé manque de respect se présente, on n'est pas obligé de lui donner une piste d'atterrissage. On peut simplement le laisser passer sans lui accorder notre énergie. C'est une façon calme, mais très ferme de communiquer. Extrêmement ferme. Et ça communique que ce comportement n'est pas le bienvenu. Pour résumer, on a exploré un parcours assez fascinant. On a commencé avec l'attrait de la complexité, de la personnalité à double facette, Force et vulnérabilité, oui. puis on a vu sa version toxique avec la manipulation par la jalousie. Ensuite, l'impact d'une critique constructive, qui rend la validation plus précieuse, tout à fait. On a poursuivi avec la force de partager ses faiblesses. Et on a conclu avec le pilier de tout ça, le pouvoir de poser des limites. Si on prend un peu de hauteur, un thème central se dégage en fait. Ah oui, À l'exception flagrante de la jalousie qui est clairement une tactique de manipulation, bien sûr. les 4 autres points convergent vers une seule et même chose. Une personnalité authentique, saine et bien construite. Il s'agit moins de technique de séduction que de la manifestation naturelle d'une personne qui est à l'aise avec elle-même. À l'aise avec ses forces comme avec ses faiblesses. C'est ça. Et qui a une idée claire de ce qu'elle vaut
et de ce qu'elle accepte. Ce qui est une excellente synthèse. Ça déplace la perspective de comment plaire aux autres à comment être une personne intègre. Ce qui est, au final, la chose la plus attirante. Absolument. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Au-delà de la dynamique de séduction, comment l'application de ces principes, surtout l'authenticité et le respect des limites, pourrait transformer non seulement nos relations amoureuses, mais aussi nos amitiés et même nos collaborations professionnelles? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatique. Charismatic.